Bonjour et bienvenue sur TechNapa, la Tech à Papa. Alors je suis en route pour Lille, sur le siège passager, puisque quelques petits problèmes de santé m'empêchent de prendre la route. Et ça tombe bien, je pars en famille, puisque la Maker Faire, j'avais vu à Prague que c'était un événement très familial et j'avais envie de faire partager ça à ma famille. Alors je pars là avec mon fiston et ma femme. Et c'est parti pour la route. Vous êtes prêts à partir? Oui. Voilà, à tout de suite. Et voilà, me voilà arrivé aux abords de la gare de Saint-Sauveur, où se passent les festivités. On peut entendre déjà à côté de moi qu'il y a de l'ambiance. Et puis là, au bout, on voit le portique Bienvenue à la Maker Faire. Alors, le stationnement dans l'île, c'est un peu infernal. Et donc, j'ai dû me garer à peu près un quart d'heure à pied. Mais bon, voilà, ça fait du bien, ça fait de la marche. Bon, alors me voilà arrivé ici à la Maker Faire de Lille. Donc il y a du monde, c'est plutôt blindé. J'ai déjà eu l'occasion de faire un petit peu le tour et donc il y a vraiment pas mal de choses à faire. Pas mal d'ateliers, de découvertes sur plein de sujets Maker. Alors pas uniquement de l'impression 3D et finalement pas beaucoup d'impression 3D dans cette Maker Faire. Alors pas beaucoup d'impression 3D en tant que produit fini, j'ai envie de dire. On voit beaucoup d'impression 3D dans d'autres types de projets. J'ai vu par exemple, je vous montrerai après, une machine à broder où ils ont imprimé les pièces en 3D, voilà, ce genre de choses. Mais finalement, bon, on a le stand de Prusa, on a le stand de Polyfab qui est avec Creality, on a Maker qui est là, on ira les voir juste après. Mais c'est vraiment plutôt la création au sens général, on ne se limite pas à l'impression 3D dans ce genre d'événement. Et franchement, j'ai plutôt été épaté. J'ai fait la Maker Faire de Lille, elle est beaucoup plus grosse. Il y a beaucoup plus d'industriels, j'ai envie de dire, qui sont présents à la Maker Faire de Prague. Il y a aussi des passionnés, mais ici, on est vraiment beaucoup sur le local et le passionné. Et ça, c'est quand même vraiment quelque chose qui est chouette. Alors, je propose de faire une petite découverte avec moi et je m'arrêterai sur les stands qui sont, à mes yeux, les plus sympas à présenter. Bon, alors on va commencer par le stand de Prusa, comme ça je vais dire bonjour à mon copain Théo et puis après je ferai le tour ensemble. Donc je vous fais découvrir ça en petit time-lapse. Et voilà le meilleur youtubeur. Je dis pas à dire. Ça va? Ça va toi? Ça va. Alors... Et voilà, on est chez Prusa. Alors vous entendez qu'ici, il y a de l'ambiance. On a la Prusa XL qui fonctionne à plein format, maintenant qu'elle fonctionne. Donc voilà, avec une belle impression de couleur là en cours. Alors ici, on est sur un stand conjoint Creality et Polyfab. Donc pour ceux qui suivent la chaîne YouTube, et alors c'est aussi un commerçant, mais chaîne YouTube de Polyfab, on l'a ici derrière. J'irai l'interviewer plus tard. Et on a Creality France qui est présent aussi
alors qui nous présente quelques machines qu'on a déjà eu l'habitude de voir, une machine un peu plus ancienne ici. Finalement, vous êtes venu. Oui, je suis là. Bonjour, voilà, bienvenue sur le stand de Creality à la Maker Faire de Lille, avec notre partenaire Leroy Merlin. Voilà, on est aujourd'hui sur un stand en partenariat avec également Polyfab 3D, qui est l'un de nos représentants en France, l'un de nos grossistes. Et on a apporté à peu près l'ensemble de nos produits qui vont de nos imprimantes FDM, des pots de fil, et puis les imprimantes ici, les imprimantes résine. Et on a apporté également, puisqu'on est dans un environnement do it yourself, où les gens travaillent les matériaux, le bois, le cuir, vous verrez sur les différents stands. Et on a apporté ici le Falcon, qui est un graveur laser. Et puis pour la première fois, si vous vous rapprochez, on arrive à voir le Raptor X, notre dernier modèle de scanner 3D, qui permet aujourd'hui de travailler à peu près 3 heures en Wi-Fi indépendamment et de lancer, de recueillir des fichiers 3D. Donc là, on travaille avec une personne qui a un besoin d'une orthèse. Et donc, c'est un cas d'usage très concret. Et pour nous, c'est super intéressant de travailler sur ce genre de projet où on voit que l'impression 3D a vraiment du sens. Eh ben salut tout le monde, moi c'est Fred de Robotique, moi je suis le vice-président de l'association Caliban, donc on est une association de robotique, passionnés. On est là surtout pour partager ce qu'on fait. On est chacun avec des projets un peu différents, puis c'est des occasions comme aujourd'hui de partager nos projets, sortir un peu nos projets de chez nous, quoi, de nos caves et tout ça, et puis on les expose, on partage avec tout le monde, avec toute la communauté qu'on retrouve ici, quoi. Vous êtes un peu partout en France ou Alors on est principalement basé sur Paris, mais on a des adhérents un peu partout en France, et puis on a une grosse communauté sur toute la France. Sur Paris, on organise tous les deuxièmes mercredis de chaque mois, on organise un apéro-robot. C'est au dernier bar avant la fin du monde, près de la mairie de Paris, enfin dans le deuxième sur Paris. On ouvre, quand on fait les apéros-robots, on le fait sur place, mais on ouvre aussi un Zoom, donc qui est ouvert à tout le monde. On peut venir participer, on peut venir juste écouter ce qui se dit. Et puis à chaque fois, on a un intervenant qui va parler d'un projet différent. C'est l'occasion de discuter d'un projet en particulier sur une personne, sur un groupe de personnes. Voilà, c'est qui veut parler de son projet, est le bienvenu à ces apéros-robots, même si c'est pas un adhérent de l'association, mais c'est ouvert à tout le monde. Et tu as des projets à nous montrer. Moi, je vois plein de choses rigolotes, genre un mignon. Voilà, on a un robot mignon qui paye pas de mine, mais qui en fait qui attire tout le monde. Tout le monde est attiré par ce robot. Il réagit au mouvement qu'on lui présente. Hein. Voilà, il fait un peu Popeye, voilà, comme ça, les bras un petit peu tendus. Allez, voilà. Alors, parfois, il est un petit peu capricieux, mais là, toi, il fonctionne bien. Donc ça, c'est un regard, c'est ça. Voilà. Okay. Donc ça, c'est un projet un peu comme tous les autres projets qu'on a. C'est des projets qui sont réalisés avec de l'impression 3D, avec de l'électronique, souvent de l'Arduino, de la Raspberry, et puis un peu de bidouille, voilà. Et puis on arrive à faire des trucs sympas. Voilà. Et après, on a d'autres projets. Là, c'est Patrice avec un VV8 qui est en cours de fabrication, donc il tourne pas encore, mais ça, pour revenir l'année prochaine, il sera sûrement au point. Et puis avec son robot humanoïde Joshua. Il bouge les bras aujourd'hui ou pas? Ouais, il bouge les bras. Un robot qui bouge les bras. C'est sympa. Bonjour, c'est drôle, moi aussi. Encore, mon cerveau est en version bêta, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre. Voilà, un peu plus loin, là on a de l'impression 3D, des petits quadrupèdes réalisés en impression 3D qui sont possibles de réaliser par n'importe qui. Enfin, les plans sont sur Internet, on les trouve facilement. Et puis on peut se réaliser des petits projets comme ça assez facilement. Voilà. On a l'impression 3D classique, hein, avec des petits goodies du coup avec lesquels on peut repartir. Voilà, là on a Lindy. C'est un robot d'accueil qui dit bonjour. Serre-moi la main. Le truc devient rare. Serre-moi la main. Cette poignée de main sur voilà. Un robot qui serre la main. Serre la main, voilà, il est sympathique. Issu du regard.
J'espère que je ne serre pas trop fort. Non, tu serres pas trop fort, ça va très bien. Voilà. Raconte-moi une blague carambar. Quel nombre dit une poule qui a perdu? 4, 4, 4. C'est un monstre. Et un robot qui raconte des blagues. Voilà, en plus, tu racontes des blagues. Voilà, après, on a d'autres projets. Là, là c'est un petit quadrupède moi, que j'ai réalisé, c'est un spot micro. C'est pareil, on peut retrouver un petit peu tous les plans sur Internet. Moi, je partage au fur et à mesure les évolutions du robot. Alors, je ne peux pas faire de démo là rapidement, mais c'est un petit robot avec 12 moteurs, avec une Raspberry, et puis avec donc le challenge de pouvoir gérer ces 12 moteurs et, voilà, et puis de pouvoir faire de la marche, faire des mouvements. Là, il y a Florian avec les Sumobots. Alors, les Sumobots, c'est un petit concours qu'il y a tous les ans. Et l'objectif, c'est de chasser le... On peut le faire? On peut le tenter? C'est de chasser l'autre robot. Enfin, c'est... Voilà. On va mettre un obstacle, et voilà. Ah oui. Voilà. Et donc, oui, c'est un... Donc c'est à celui qui va chasser l'autre, quoi. Ah ouais. Qui va réussir à chasser l'autre le plus rapidement possible, le plus efficacement possible. Voilà, bon, on a fait à peu près le tour, on a d'autres projets, toujours d'autres projets. Voilà, aujourd'hui, on est que ça, des fois on est un peu plus, des fois on change de projet. Eh ben, super, merci. Alors, j'ai aussi quelques Belges qui me regardent. Je sais que vous avez... il y a une section, ou en tout cas, il y a quelques en Belgique qui existent, qui fait à peu près la même chose, je suppose. Voilà, il y a une équipe en Belgique, il faut aller chercher sur Internet. Petite équipe qu'on croise des fois parfois sur des salons qu'on fait un peu dans le Nord. On les a pas encore vus, peut-être dans la journée ils vont passer, avec plaisir. Voilà, donc on est aussi en Belgique, effectivement. Donc Heliobot, c'est un robot qu'on a conçu pour permettre aux enfants de découvrir la robotique. Donc c'est un petit robot assez simple qu'on peut construire facilement à la maison. Il y a juste besoin d'un tournevis pour l'assembler et en 20 à 30 minutes, les enfants à partir de 10 ans sont capables de le monter eux-mêmes. Et donc après, on a plein d'activités. Donc là, on a un petit suiveur de ligne parce qu'en fait, sous le robot, on a déjà plein de capteurs qui vont nous permettre de donc suivre une ligne, détecter le bord de la table, de détecter aussi les obstacles si je mets ma main devant, par exemple. Et donc tout ça, c'est des choses que les enfants vont pouvoir programmer grâce à une application qu'on a créée exprès pour eux. Donc c'est une application de programmation par bloc. Donc en fait, un peu comme pour ceux qui connaissent Scratch par exemple, ça reprend le même principe où en fait on va aller chercher par exemple ici les mouvements pour le robot ou des couleurs. Même pour les plus mélomanes d'entre vous, il y a aussi la possibilité de faire de la musique. Donc ça après voilà, je vais pouvoir prendre un bloc, par exemple un bloc avec de la musique et je le rajoute à mon programme. Donc après, il n'y a plus qu'après donc à brancher le robot avec un câble USB, on met le programme à jour et après donc le robot devient autonome. Et alors, sur ma chaîne, il y a beaucoup d'impression 3D. Ouais. PC. Il y a un petit lien avec l'impression 3D. En tout cas, moi, j'en ai vu un. C'est l'idée de le personnaliser. En fait, Complètement, on peut tout à fait personnaliser son robot. Donc là, on a vraiment la version de base. On a aussi une version plus à destination des makers qui arrive beaucoup plus brute. Et en fait, l'idée, c'est que là, on va pouvoir le personnaliser. Donc par exemple, je vais rajouter des petits yeux, une petite bouche, ou alors... Donc on est à côté de l'association Caliban là qui nous a fait carrément des versions d'Alec. Donc on est vraiment sur une base du robot Heliobot qu'ils ont customisé pour faire leur robot de science-fiction préféré. Donc tout ça en fait c'est grâce au fait que le robot soit open source. Donc on a aussi bien les fichiers 3D que le code qui est libre. Donc on va pouvoir se le réapproprier et on est en train de référencer tous les modèles 3D qui ont été créés pour le robot, notamment chez Printables. Et pour les passionnés des briques, j'ai vu qu'on pouvait également mettre des petites plaques et puis alors c'est personnalisé en Lego. Ouais, complètement. Je n'ai pas là aujourd'hui, mais on a aussi une version, un papa qui a fait une version avec une plaque Lego sur le dos du robot, ce qui va nous permettre de mettre ses briques préférées et de créer des robots facilement avec des Lego au final. Donc on peut construire son robot et puis après le programmer dans des scénarios, typiquement un mercredi après-midi pluvieux ou les week-ends pour s'amuser en famille. Alors bon, un regard français, donc j'imagine que t'es français, donc ouais. La French Tech, tu peux saluer là. Ouais, complètement. French Tech Nouvelle-Aquitaine, parce que nous on est basé à Niort. Et donc en effet, ouais, c'est un projet français. Donc après, en plus, une grande partie de la production du robot est faite également en France, avec des partenaires locaux, même directement chez nous avec l'impression 3D. Et puis donc ce qui permet aussi de proposer quelque chose aux écoles françaises et francophones, qui soit vraiment adapté et qui soit pas traduit de l'anglais ou du chinois par exemple. Alors je développerai un peu plus le robot dans la vidéo dédiée, mais pour les personnes qui te regardent dans cette vidéo, s'ils sont intéressés, ça coûte quoi et tout ça? Alors tous les robots sont disponibles sur notre boutique en ligne, heliobot.com. Et donc on a les deux versions. La version Maker est à partir de 95 €
Et la version complète est à 129 €. Bon, et à la Maker Faire, on croise des visages connus aussi, hein. Donc, il ne sait pas qu'il est occupé d'être filmé, mais on a Carlos. Ça bosse, ça bosse. Alors, la Maker Faire, c'est pas uniquement le high-tech, on a aussi de l'artisanat plus classique et un peu plus de low-tech, et notamment ici, de la poterie et apparemment une association, Poterie Family, espace dédié à la céramique dans la métropole lilloise. Alors, autre chose intéressante ici avec des maçons, et puis, alors j'aime pas beaucoup le montrer à l'écran en général, mais mon fiston qui travaille, ça lui arrive pas souvent, alors c'est bien, hein. Alors le Cube, c'est un tiers-lieu éducatif et pédagogique qui est situé à Tourcoing-Centre. C'est un tiers-lieu qui fait 5000 m², 1200 m² par étage. Il est cubique, voilà pourquoi on l'appelle le Cube. Et dans chaque étage, qui font 1200 m² chacun, a sa spécificité. Et on a au rez-de-chaussée un Fab Lab qui fait 1200 m². Ce Fab Lab est en plusieurs parties. Une partie industrielle avec de l'usinage métal et bois. Et une autre partie qui est plutôt grand public avec des machines qu'on peut retrouver à peu près dans tous les Fab Labs. Découpe laser, brodeuse numérique, presse à chaud, imprimante 3D. Et donc depuis 3 ans, pour nous c'est tout à fait naturel de participer à un événement comme celui-ci qui est la Maker Faire, où tous les makers se donnent rendez-vous le temps de 3 jours. Alors pour des publics un peu différents, les établissements scolaires le vendredi et plutôt les familles le samedi et dimanche. Et c'est l'occasion pour nous de nous présenter et de présenter tout ce qu'on sait faire avec les machines qu'on a à l'intérieur de notre Fab Lab. Et dans ce Fab Lab, voilà, on produit, on crée, on recopie, on adapte, on fait vraiment plein de choses. Et ce week-end nous permet également d'aller voir ce que nos petits camarades sur le territoire ou alors un peu plus loin font pour s'en inspirer, pour créer des collaborations. Voilà aussi l'objectif de notre présence. Voilà, là on lance des petites impressions 3D d'un petit fantôme. Voilà, ça prend 10 minutes, très simple, impression par filament à chaud, assez basique. Ensuite, on a des petits mugs qu'on fait sur place. Voilà, c'est des mugs qui sont pressés dans une presse à mugs, tout simplement à partir d'une image. On vient presser l'image à chaud sur un mug. Voilà, et on a le résultat en 5 minutes. On a des différents éléments qui ont été fabriqués grâce à une découpe laser à partir d'une image assez simple. On vient la vectoriser, la séparer, la découper via une découpe laser bois, et ensuite on vient peindre les éléments, assembler, mettre un cadre, et ça fait un cadre lumineux, tout simplement. Voilà, on a toutes des petites réalisations avec du matériel dont on sait prendre en charge assez rapidement en main les outils. Voilà, en 2 heures, on sait utiliser à peu près toutes les machines qu'on a dans ce Fab Lab ouvert à tous. Voilà, là on voit à peu près tous les espaces et comment c'est décliné entre la partie créativité du 2e étage, au 1er étage tout ce qui est expérience utilisateur, ensuite l'accueil, la fabrication, et niveau -1, cinéma, audiovisuel. Si je reprends un peu l'idée du Cube, l'objectif c'est, j'ai une idée, je viens la travailler au 2e étage, une fois que mon idée est créée, je descends d'un étage, je viens la mettre avec les utilisateurs, en expérience, en confrontation. Une fois qu'elle est validée, je redescends d'un étage, je viens la fabriquer, la prototyper, et une fois qu'elle est prototypée, je redescends d'un étage et je viens communiquer sur mon idée. Et comme ça, j'ai toutes les boucles de l'idéation jusqu'à la communication d'une idée. Alors, je continue ma petite balade dans la Maker Faire, et là j'approche du stand de Ghostbusters France. Alors, on voit que c'est de grands passionnés. On va voir si on peut un petit peu les interroger. Alors déjà, bonjour. Alors, voici Théo. Enchanté. Et je m'appelle Etigo. Donc en fait, nous représentons l'association Ghostbusters France. Donc une association à but non lucratif qui existe depuis 2011. Et notre but est de représenter et de faire revivre la magie de l'univers Ghostbusters. Donc on le fait de plusieurs manières. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, on est présent ici donc, au Maker Faire de Lille pour représenter la fabrication des répliques de films ainsi que différentes étapes de fabrication. Une manière de partager aussi une passion et un savoir-faire aussi. Bien sûr. On va commencer déjà par celui-ci. Oui. Ça veut dire que celui-ci, c'est un pack qui représente l'univers Extreme Ghostbusters. Donc c'était un dessin animé qui est sorti dans les années fin 90. Fin des années 90. Et celui-ci est imprimé intégralement en 3D. D'accord. Donc là, c'est une des étapes. Maintenant, pour les parties plus manuelles, nous avons ce piège à fantôme. De loin,
on se poserait des questions concernant les matériaux utilisés. Beaucoup ont tendance à penser que c'est du métal. Et si on regarde un petit peu plus, c'est du bois. Donc l'avantage, c'est qu'on peut vraiment travailler plusieurs matériaux possibles. Et là, par exemple, vous avez la matrice qui est faite à la base avec du médium, avec du PVC et avec un petit peu d'aluminium. Avec forcément un peu de travail en termes de collage, de ponçage. Oui, j'allais dire, c'est des éléments superposés, vous avez fait un moulage. Ah non, alors il y a les deux, effectivement, il y a une superposition pour la partie inférieure. Vous avez une superposition de plusieurs plaques de environ 6 mm à 1 cm. En fait, ça m'a permis de déterminer la cote finale. D'accord. Donc en fait, ça a permis de les mettre les uns par-dessus les autres. Et pour la partie supérieure, en fait, c'est un encollage en inter-externe. D'accord. Ce qui m'a permis, en fait, pour cette matrice, de couler le silicone. Enfin, d'abord de préparer une chape pour couler le silicone et une chape en fil de verre par-dessus. Ok, voilà. Et donc là, on a le moule. Absolument. Bon, là, comme vous voyez, il a vraiment pas mal vécu. Hein, et vu les fissures, je pense que les fantômes ont pas mal résisté. Mais voilà, l'avantage, c'est que ça permet d'avoir voilà, un moule comme celui-ci, peut permettre non seulement de faire un pack, mais aussi voilà, sortir plusieurs exemplaires. Là, vous avez le rendu, justement. Le tout premier sorti du moule. Donc, fabriqué à base de résine polyester et avec du mat de verre, donc de la fibre de verre. L'avantage, c'est que c'est, à la différence de la résine seule, on a moins de couches de résine à mettre. C'est un peu plus léger, c'est plus résistant. Bon, par contre, il y a des conditions. Hein. Faut une pièce aérée, faut les outils, il faut se protéger. Et à côté, mais c'est la manche, c'est pas. C'est plus petit, je pense. Alors celui-ci, c'est un cas particulier, c'est-à-dire que c'est un jouet qui a été commercialisé. Ah Et en fait, il a été modifié. Ok. Donc effectivement, pour les gens qui ne savent pas, Ghostbusters, enfin voilà, il existe même des packs déjà tout faits. Alors celui-ci, voilà, il est présenté ici parce qu'il a eu quelques petits, voilà, absolument. Et vous êtes sur, vous êtes répartis dans la France. Voilà, nous sommes alors à l'heure où je vous parle, nous sommes une quarantaine de membres dans tout l'Hexagone. D'accord. Donc nous sommes présents dans pas mal d'événements. Donc là, comme vous le voyez, on a été présents dans des maker faire comme sur l'île, comme dans la région parisienne. On prévoit d'en faire d'autres aussi, ça va dépendre déjà de nos disponibilités. On est présent dans des salons comme la Comic Con, Paris Manga, la Big Days de Lille qu'on a effectué en 2023, si je ne dis pas de bêtises. On a fait des avant-premières, on a animé des anniversaires et on a aussi effectué des visites dans les hôpitaux. Donc on fait en fonction de la demande. Voilà. Alors, on a également aussi beaucoup de créations autour du textile ici à la Maker Faire. Donc, on va voir ici quelques exemples avec beaucoup de récupération, notamment. C'est un peu l'esprit maker, hein, beaucoup de récupération. On a là, par exemple, ici, ils récupèrent des tissus et ils permettent de fabriquer avec des machines des pulls. Et c'est vraiment, vraiment sympa. Donc, viens coudre ton t-shirt. C'est le genre d'esprit qu'on va retrouver là. Alors, la récup, c'est effectivement, je le disais, au centre des préoccupations de beaucoup de makers. Hein. Et ici, la récupération de beaucoup de produits, de matériaux plastiques, hein, qui sont ici, vous voyez, découpés en petites pièces, comme on le voit ici, pour servir de matière première à faire d'autres choses, à redonner une autre vie à ces matériaux avec différentes techniques, hein, techniques de moulage, de refonte et autres. Et ici, on peut voir un petit vélo broyeur. Donc, on met la pièce de plastique dedans et puis on pédale et ça broie le truc. Comme ça, on ne doit pas utiliser une machine électrique pour faire ça. L'éducation est également aussi importante, hein, à la Maker Faire. Toucher les nouvelles générations, puis les moins nouvelles générations, mais qui ont envie ou besoin d'acquérir de nouvelles compétences, avec pas mal d'ateliers. Ici, des ateliers de soudure, hein, apprenez à souder. Alors, je devrais peut-être le faire, moi.
parce que je suis pas toujours, toujours au top par rapport ici à la microsoudure sur fil d'étain. Donc, ce que je fais ici, c'est que je présente des pièces d'informatique vintage que j'ai restaurées. Et le but de l'association, c'est d'organiser des expositions interactives, pédagogiques, pour pouvoir expliquer un petit peu l'évolution de l'informatique des années 70 à nos jours. Je fais des appels aux dons qui sont plutôt spontanés en vérité, les dons. À chaque fois que je fais des expositions, j'ai des gens qui viennent me voir en me disant « on a ça dans le grenier qui traîne depuis 40 ans, ça vous intéresse ?» Donc je récupère, je révise, je répare et autant que possible, je remets dans les expos des nouvelles pièces à chaque fois. Alors ici, cet ordinateur-là, il est en cours de restauration, il n'est pas terminé. C'est un Sharp MZ80, c'est le premier ordinateur qui a été vendu en France pour le grand public. D'accord. En 78. Ok. À côté, grand écart, le MO5 de Thomson, donc une société française. C'est un ordinateur qui a été extrêmement populaire dans les écoles en 84, 85, 86, qui était donc avec beaucoup de logiciels éducatifs. Là, on a l'imprimante du Thomson parce qu'on peut dessiner dessus et imprimer des petits dessins. Ça, c'est un compact. C'est le premier ordinateur portable qui a copié la norme IBM. D'accord. Donc, c'est même cet ordinateur qui a fait que IBM a fait un procès. Ils ont perdu. Compaq a du coup gagné le droit de faire des copies du standard IBM. Et tous les autres concurrents se sont mis à copier le standard IBM sans aucun problème de légalité. Ce qui fait qu'on a la norme PC aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Là, on est sur une machine beaucoup plus ancienne. Ça, c'est un Altair, Altair, ouais, 8800. C'est le premier ordinateur vendu aux particuliers aux États-Unis en 75. Et on pouvait l'opérer soit avec les interrupteurs et les LED, soit lui brancher un terminal dessus pour avoir un retour texte et avoir un clavier. Ça, c'est une tortue de chez Gelin. C'était vendu aux écoles avec les MO5 et les TO7. D'accord. Et ça se programme en logo. On lui mettait un crayon à l'arrière, hop, ici. Et avec le programme, avec le langage de programmation logo, on pouvait faire des dessins au sol. J'ai fait du logo à l'école quand j'étais petit. Ben voilà. Et donc avec le logo, on pouvait soit faire du dessin à l'écran, soit piloter la tortue. Et elle reproduisait le dessin au sol. Sur les réseaux sociaux, je restaure toutes ces machines en direct sur Twitch tous les dimanches matins. Ok. Je poste toutes les vidéos ensuite sur YouTube. Et sinon, je suis à peu près sur tous les réseaux sociaux où je vais parler à chaque fois des nouvelles machines que je récupère et de ce que moi j'apprends en les restaurant. Alors je découvre aussi plein de choses, hein. Là je vois par exemple Primtux, une distribution Linux pour éducative, pour tous les ordinateurs, même ceux de plus de 10 ans. Donc moi je pense que je vais installer une distribution Primtux sur un ordi pour mon fils. Parce que voilà, ça me paraît sympa. À l'époque j'avais installé une suite J'ai compris, qui n'était pas une distribution mais voilà. Et je trouve ça bien. Et bon, vous suivez sur ma chaîne, vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est pédagogique et ça me parle. Alors ici, on est sur le stand d'un Repair Café Hauts-de-France qui propose, hein, le concept commence à être connu mais est intéressant, qui propose de venir avec ses appareils et puis pouvoir être réparé pour lutter contre l'obsolescence programmée. Puis voilà, hein, tous les appareils ne doivent pas être jetés dès qu'ils dysfonctionnent un petit peu. Donc c'est aussi ça l'esprit Maker Faire. Alors moi j'ai créé une machine à faire de la dentelle. En fait, dans le milieu de la dentelle, il y a deux types de production. Il y a les métiers industriels qui sont gigantesques et très peu accessibles. Et il y a la manière artisanale avec les fuseaux. Et donc moi je me suis chargée de faire le pendant du métier à tisser pour la dentelle. Et pour ça, je me suis inspirée des plans industriels qui sont tombés dans le livre. Et je l'ai refait, en fait, je l'ai réinterprété avec l'impression 3D et la découpe laser. Et l'impression 3D, le métier J'ai commencé l'impression 3D avec ce projet parce que j'avais besoin de prototyper des pièces pour pas cher. Et sachant que moi, je suis de méthode empirique, je teste jusqu'à ce que ça fonctionne. J'avais besoin de faire plein de tests et je pouvais pas produire sans l'impression 3D en fait.
Super. Et alors, on peut voir quelques résultats que ça donne? Ouais, pour l'instant, j'arrive à sortir ça avec la machine. C'est vraiment les tout premiers tests de textile qui sortent de la machine, mais je suis contente parce que effectivement, j'ai pensé un dessin, la machine me sort le dessin. Donc jusque-là, je suis assez contente. Ouais, c'est cool et ça permet vraiment de montrer qu'avec l'impression 3D, on va dans plein de secteurs auxquels moi, personnellement, j'aurais jamais imaginé. Et puis, elle a quelque chose de cool quand même. On a ici le travail du bois. Alors, mon fils, pour la petite histoire, s'est amusé à faire un nichoir et un porte-outils. Et donc voilà, il s'est vraiment bien amusé. Ils expliquent, ils montrent les techniques du bois. Comme je le dis, c'est vraiment chouette de venir avec ses enfants ici ou venir pour soi-même, pour découvrir, même si on n'est pas forcément doué. Moi, je ne suis pas forcément sur plein de choses et j'apprends, je découvre. C'est pour moi une chouette visite. Alors bonjour, aujourd'hui donc on est Maker Faire de Lille. Nous on est une association qui regroupe des utilisateurs d'imprimantes 3D et on propose à nos membres avec des fins de bobines ou quand ils veulent faire des tests d'imprimer des petits objets que nous on va donner à d'autres associations pour se financer ou qu'on va vendre ou offrir aujourd'hui sur le Maker Faire. Donc là aujourd'hui on fait une collecte de dons pour Octobre Rose. Une collecte de dons pour une association qui s'appelle Cœur sur la main, qui est une jeune association qui vient de débuter. Et après, de l'autre côté, il y a des jeux pour les enfants gratuits et des petits objets à vendre. Alors, on est très actif sur la page Facebook de l'association. Vous pouvez nous retrouver en recherchant Maker sur Facebook, tout simplement. Et nous rejoindre et discuter avec nous de vos projets, de ce que vous voulez faire pour nous aider. Alors, vous pouvez nous aider parce que vous avez une imprimante, vous pouvez aussi nous aider parce que vous avez un commerce et que vous voulez mettre en vente des jetons pour Octobre Rose. Vous pouvez aussi, si vous avez une association et vous cherchez un financement, venir nous demander de l'aide parce qu'on aide toutes les associations qui en ont besoin sans aucun problème. Bon, alors ici, je suis sur le stand de la communauté francophone des constructeurs de R2. Alors, je ne savais pas que ça existait, mais c'est génial. Et c'est des sacrées machines. Un peu comme on avait vu à la Maker Faire de Prague, alors avec un petit peu moins ici de présence, mais on a quand même des hautes écoles et des universités qui sont présentes pour toucher. Ici, je vois des écoles d'ingénieurs en montrant le genre de petits projets sympas faits en école d'ingénieurs, AgriLab, Junia. Alors, je ne connais pas ces écoles, mais voilà, je découvre qu'on a quand même une présence des écoles pour attirer le public jeune vers ces métiers de passionnés. Ici, on est sur le stand de Polyfab en collaboration avec Creality. Alors, ta tête, on la connaît, en tout cas, moi, je la connais. J'ai regardé tes vidéos avant de me lancer sur YouTube. Donc, voilà, c'est une source d'inspiration pour moi. Et au-delà de la chaîne YouTube, tu peux expliquer par ailleurs, mais Polyfab, c'est quoi? Alors, Polyfab 3D, donc on est des spécialistes de l'impression 3D, revendeurs, distributeurs, multimarques. Donc, on travaille effectivement aujourd'hui avec Creality, mais on travaille avec d'autres marques, aussi bien pour les professionnels, les particuliers. Et au travers de la chaîne YouTube, le but, c'est de transmettre un maximum de connaissances sur l'impression 3D pour développer tout ce marché de l'impression 3D. Ouais, donc vous me connaissez au travers de la chaîne YouTube, mais moi, donc au sein de Polyfab 3D, je suis le formateur, je suis celui qui teste les produits, qui va valider la mise en vente de certaines typologies de produits. On est une petite équipe donc basée en France, au Mans. On a notre entrepôt de stockage. On vous livre à travers toute la France. Je suis ravi de rencontrer aussi Technapa, dont je suis assidûment les vidéos. Et c'est toujours un plaisir de rencontrer des passionnés d'impression 3D sur des événements comme la Maker Faire. Bonjour, donc je découvre ici ton stand où toi tu fais manifestement des instruments de musique en partie avec l'impression 3D. C'est ça, donc je fabrique les têtes et les raccords avec de l'impression 3D et ensuite je les manchonne sur des tuyaux standards d'électricité ou de plomberie. Et donc là, juste une tête sur un tuyau sans trou, ça devient une flûte harmonique.
Et après, quand je change les diamètres et les longueurs, je vais changer de tessiture. Et après, en compliquant un petit peu tout ça, en rajoutant des trous, donc on peut rajouter de plus en plus de notes, des possibilités. Et après, en designant les têtes différemment et en changeant les gammes, on va changer la famille de flûtes. Et aussi, la partie que je préfère, c'est la possibilité de fabriquer des embouchures multiples et donc de pouvoir en connecter plusieurs en même temps. Et puis bah voilà, quand on change de diamètre, on va partir dans les notes plus graves. Jusqu'à la contrebasse pour l'instant du stand. Et j'imagine que la conception de tout ça, c'est pas juste on imprime un truc, on met sur un tuyau, on fait 2 trous et ça marche. Il y a des questions de tolérance, d'hermétique, enfin tout ça derrière. Ouais. Bah déjà, en fait, moi, ça fait 20 ans que je bricole des instruments avec de la plomberie, donc vraiment à la perceuse, à la lime. Et donc, j'en suis à plus d'1 millier de prototypes inspirés de tous les instruments que j'ai pu rencontrer à droite à gauche. Donc, en fait, quand je me suis mis à l'impression 3D il y a un peu moins d'1 an, je me suis inspiré de tous ces prototypes qu'on avait déjà en stock, et puis je les ai réadaptés à l'impression 3D avec toutes les contraintes et tous les avantages que ça a aussi. Donc là, par exemple, pour cette flûte-là, j'en ai déjà imprimé 68 modèles différents avec tout un tas de variables que j'ai pu faire bouger dixième de millimètre par dixième de millimètre jusqu'à arriver à ma forme ultime et au son que je recherchais. Donc effectivement, il y a toutes ces choses-là. Et après, il y a la partie où il faut que ça se connecte aux tuyaux que je peux trouver. Et donc, les tuyaux que je peux trouver, même s'ils sont assez standardisés, ils ont quand même des petites différences qui peuvent aller jusqu'à 5 mm d'écart de diamètre. Et moi, comme j'ai besoin de tolérance où à la fois ça soit facile à démonter et où à la fois, quand je les enfonce, ça soit étanche pour pas qu'il y ait de fuite d'air et donc que le son reste de qualité, moi, je suis sur des tolérances à 0,05. Donc du coup, quand je reçois un tas de tuyaux, il faut d'abord que je les mesure au pied à coulisses, que je les trie, que je les fasse avant de lancer une série, que je sois sûr que tous mes bouts de tuyaux se connectent, parce que du coup, il faut que je fabrique le bon nombre de pièces à l'exacte bonne taille, donc je suis obligé de réadapter mes modèles 3D aux arrivages de tuyaux que je récupère pour que ça puisse sonner. Et l'idée de passer par l'impression 3D, c'est tu t'es intéressé à l'impression 3D avant, tu as découvert en faisant ça, enfin, quel est ton parcours de l'impression 3D Alors le parcours, en fait, je suis venu d'abord au dessin 3D par SketchUp parce que mes travaux tardaient et que je voulais designer mon nouveau studio. Donc comme je ne pouvais pas le faire en vrai, je l'ai fait en dessin 3D. Donc je me suis mis à SketchUp sur iPad et puis j'ai essayé de designer mon studio. Et j'ai designé mes meubles aussi, donc j'ai découvert le dessin 3D comme ça. Et puis comme j'étais en train d'apprendre le dessin 3D, je me suis dit tiens, essayons de dessiner une tête de flûte. J'ai essayé de dessiner une tête de flûte sur SketchUp. J'ai trouvé un Fab Lab à côté de chez moi, donc je suis allé essayer de l'imprimer. Ils m'ont expliqué que mon dessin était une catastrophe et qu'il valait mieux que je teste Fusion. Donc j'ai testé Fusion et puis maintenant j'en ai, je sais pas combien j'ai de prototypes sur Fusion, mais je m'y suis mis avec principalement des tutos et un petit peu d'aide du coup du Fab Lab local sur le design de tout ça. Et puis j'ai commencé à squatter le Fab Lab 3 jours par semaine en leur louant 3 machines pendant toute la journée. Et puis j'ai fait des calculs et je me suis rendu compte qu'au bout de 10 jours, j'aurais dépensé l'équivalent d'une Prusa, donc je me suis acheté une Prusa à la place. Et puis comme j'étais déjà un peu copain avec Prusa qui m'avait invité à la Maker Faire de Prague pour parler de mes instruments bricolés, bonjour. Du coup, je les ai appelés, voir s'ils pouvaient me filer 1 ou 2 machines et puis que je parle un peu d'eux sur YouTube. Et puis ils ont fait ça, donc... Du coup, j'ai augmenté un peu mon nombre de machines.
Et puis, j'ai trouvé ce petit hack de pouvoir... au début, j'ai imprimé des instruments entiers en 3D, et puis ça marchait plus ou moins, le son n'était pas incroyable. Et vraiment, le petit hack de connecter des têtes, donc avec un minimum d'impression 3D en contact avec la partie son, et de la mettre sur mes tuyaux habituels, où je sais que ça sonne déjà très très bien, ça m'a permis d'avoir des sons qui sont au moins aussi bons que ce que je fais à la main, et parfois meilleurs d'ailleurs sur certains trucs, parce que ça me permet d'être plus régulier. Et ça m'a permis aussi de pouvoir imaginer faire une chaîne de production qui soit viable pour pouvoir les commercialiser. Parce que moi, à chaque fois que je fais une vidéo d'un instrument avant un petit peu sympa et qu'elle part faire quelques centaines de milliers ou quelques millions de vues, j'ai beaucoup de demandes de « est-ce que je vends cet instrument ?» Mais comme c'est des instruments sur lesquels je passe 4 ou 5 heures de travail non-stop à accorder, à préparer, je peux pas valoriser un bout de tuyau comme il devrait avec tout ce temps passé. Et là, du coup, avec l'impression 3D, comme je peux manufacturer les têtes de façon impeccable, du coup, je peux couper en série, poncer en série. Du coup, j'imprime des guides de perce qui me permettent de percer au bon endroit et de sauvegarder mes perces pour ensuite juste avoir à changer les forêts et à percer. Et à la fin, je suis quand même obligé de passer par un ébavurage manuel, parce que j'ai pas encore trouvé de robot qui était capable de me faire un petit chanfrein interne. Mais bon, comme c'est un geste que j'ai fait une centaine de milliers de fois, normalement, je suis sûr qu'avec un tour à l'extérieur, 2 tours à l'intérieur et un nettoyage en 2 allers-retours, voilà, là, mon trou est bon. Et là, si je fais l'ensemble des trous et que je connecte ça à une tête, je vais juste vérifier que mon accordage est bon, éventuellement le reprendre un tout petit peu si je vois que ça a bougé. Mais là, actuellement, j'ai déjà 9 flûtes sur 10 qui sortent accordées impeccablement avec juste cet ébavurage manuel. Donc, ce qui fait que je passe de plusieurs heures à plusieurs minutes, ce qui est quand même beaucoup mieux pour imaginer vendre des instruments pas trop chers, quoi. Super, merci. Et justement, tu as évoqué chaîne YouTube. Tu as une entreprise, il y a un site, il y a quelque chose où les gens qui seraient intéressés peuvent retrouver ça et éventuellement t'en commander? Ouais, alors chaîne YouTube, c'est mon nom à moi, Nicolas Bras, sur tout un tas de réseaux aussi, j'y balance pas mal de vidéos. Et là, en fait, aujourd'hui, c'est une première sortie officielle de cette marque d'instruments. Donc là, voilà, dans la réalité de cette Maker Faire, on est un peu en avance sur ma chaîne YouTube. Voilà, sur ma chaîne YouTube, je viens de découvrir que une tête imprimée en 3D sur un tuyau, ça sonnait bien. Et ces 68 modèles de flûte harmonique que j'ai expérimenté, c'est la prochaine vidéo qui est en cours de montage. Et à la fin de cette vidéo, normalement, j'annoncerai la sortie de la boutique en ligne, qui actuellement n'est pas encore terminée. Donc là, voilà, on vient de finir le site internet officiel francophone. Il reste encore le site de la boutique qui va être lié à ça, à traduire tout en anglais, parce que moi, sur internet, je suis anglophone. Et donc voilà, je pense que d'ici 1 à 2 semaines, tout ça sera disponible. Et bien sûr, il n'y aura pas une sélection de 80 modèles comme j'ai ramené là. Je vais commencer par quelques modèles pour tester un petit peu tout ça, et puis développer ça au fur et à mesure, parce que même si je suis entouré sur ce lancement de marque, je suis vraiment pas un marketeur et un commerçant à la base. Donc va falloir que je découvre ça tranquillement. Bon, et alors, j'ai commencé la visite et je la termine sur le stand de mon ami Carlos, puisque voilà. Il est enfin là. Il était toujours parti en mission. Mais donc, content d'avoir pu te voir ce week-end. Ouais, carrément, toujours... on a passé un super bon moment. C'était assez cool. C'était chouette, plein de projets, outre les tiens. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore mon ami Carlos, ce qui m'étonnerait, n'hésitez pas à visiter la chaîne YouTube, Carlos 3D sur tous les réseaux sociaux. Exactement, sur tous les réseaux sociaux. Et puis nous, on fait aussi la 3D, mais notamment axé sur le cosplay et tout ce qui est autour des super-héros, Marvel, etc. Donc voilà, on est très en contact et on fait aussi des tests et machines. Donc voilà. Alors par contre, mes vidéos font pas 1 heure, quoi. Oui, Carlos, lui, il est capable de faire des vidéos qui intéressent les gens en moins de 20 minutes. J'espère. Voilà, cette vidéo se termine ici. C'est une vidéo un peu artisanale, parce que j'avais à la base pas vraiment prévu de faire une vidéo, puis j'avais ma petite caméra avec, et puis c'est quand même très intéressant de pouvoir partager et montrer ce genre de choses.
Ouais, vous me voyez un peu douloureux peut-être avec un visage. J'étais pas dans le week-end où j'étais le plus en forme, donc c'est peut-être pas la vidéo reportage la plus longue et la plus inspirée. Enfin, inspirée, oui, mais voilà. Enfin, bref, trêve de blabla. Je suis content d'avoir pu vous partager toutes ces choses avec vous. Et je vous retrouve bientôt sur ma chaîne pour d'autres projets vidéo. Et n'hésitez pas à dire dans les commentaires tout ce que vous pensez de ce genre de projet. Si vous avez des projets que j'ai présentés, des choses qui vous ont parlé un petit peu plus, enfin voilà, n'hésitez pas, dites-moi tout dans les commentaires et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.